parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Évidemment sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV tous les matins, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous avec cette émission, les GG, le show qui parle de vous, tous les matins sur nos antennes, évidemment. Vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7, même fréquence à Kindia, 99.7 également, modulation de fréquence. L'abbé écoute Radio Espace à travers la même fréquence. Si vous êtes dans le Nabaya profond, c'est 99 tout simplement, modulation de fréquence. Sola Média, relaie cette émission à travers les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre également sur Twitter. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Plusieurs mots s'offrent à vous, cependant, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, le hashtag EspaceGG, sinon le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans notre émission Les GG. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Cela fait 8 jours, jour pour jour, qu'Alpha Condé n'est plus à Sékou Touria. Le CNRD, qui gère donc le pays depuis dimanche, enchaîne action et déclaration. Outre la rencontre avec la délégation de la CEDEAO, les plus fortes sont celles qui ont visé d'anciens dignitaires du régime déchu et s'ouvre donc dans les prochains jours une série de concertations avec l'ensemble des mouvances du pays. Ces rencontres devraient donc permettre de parvenir à un chronogramme consensuel pour le déroulement de la transition, une transition que les opposants commencent à appeler de tous leurs vœux. On essaye de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec nos invités, comment le coup de force est-il perçu en dehors des frontières guinéennes, quelles conséquences pour la Guinée et la sous-région. Serge Daniel, il est journaliste spécialiste donc du Sahel, il sera en direct ce matin dans cette émission. Monsieur Lansana Kouyaté, diplomate, président du PEDN, vous allez les entendre ce matin dans cette émission Les GG. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. L'équipe du jour avec nous, Antoine Kourouma. Bonjour mon cher Antoine. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Madame Yoro, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous Jacques Léwalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité, mon cher Antoine. CNRD, donc les annonces se poursuivent, mon cher Antoine. Beaucoup d'annonces depuis lundi. Il y a déjà cette concertation qui est annoncée pour demain mardi. Les acteurs politiques sont attendus au Palais du Peuple. On a tous suivi ce communiqué qui a annoncé le début des concertations avec les acteurs politiques, suivi de la société civile ainsi que les leaders religieux, également les coordinations régionales. Oui. Mais demain, ce sont les acteurs politiques qui vont ouvrir le bal. Et on a vu l'arrivée en pompe de Sidya Touré de l'étranger. Oui. Et demain, la question que beaucoup se posent, ce sera quoi? Ce sera une prise de contact ou le début proprement dit pour parler du dialogue ou encore c'est une concertation au cours de laquelle on va recueillir l'avis des acteurs politiques par rapport à ce qu'ils veulent comme transition en Guinée. Parce que vous avez posé la question dans le libellé, quelle charte pour la transition en Guinée? Oui. Jusque-là, on n'a pas de charte encore provenant du CNRD. On n'a pas la liste des membres du CNRD. Donc, forcément, au cours de la consultation de demain, la question que beaucoup se posent, c'est quelle sera la proposition, quelles seront les propositions des acteurs politiques auprès de la junte militaire pour une transition réussie. Sidya Touré, déjà, dans son intervention chez Les nous, grandes gueules. a semblé donner quelques pistes de solutions. Oui. Une transition pas plus de 2 ans, il a dit sur cette antenne. Il a aussi parlé de faire attention à ne pas reconduire certaines personnes qui ont traîné leur bosse depuis les premiers régimes jusqu'à maintenant. Donc faire attention aux dignitaires qui depuis tout le temps sont en place, faire aussi attention aux sirènes qui parfois ont tendance à tromper les putschistes. Et donc on se dit que demain, Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et bien d'autres leaders politiques seront en face de Doumbouya. Ce sera une rencontre pour moi décisive parce qu'à l'issue de cela, les choses sérieuses vont commencer. Justement. La semaine dernière, à mon avis, c'était la phase d'observation. Il y a eu le coup d'État, il y a eu le putsch, Alpha Condé a été déposé, il y a eu l'euphorie, la population a dansé, les acteurs politiques s'en sont réjouis. La semaine qui suit, il faut qu'il y ait du concret, il faut qu'il y ait des actes concrets afin qu'on comprenne quelle direction prendra cette transition parce que jusque-là, on a soif ou encore on a envie de savoir ce que ça va nous donner.
à commencer par la liste des membres du CNRD. On appelle cela de tous nos voeux parce qu'on ne sait pas qui est membre du CNRD. Bien, ça c'est une autre question, mon cher Antoine. Donc, allez, beaucoup d'euphorie, le disait tantôt Madame Hiro, évidemment, Antoine Kourouma. Ces politiques, on se dit qu'ils sont un peu prudents. D'aucuns disent accorder du temps, d'autres veulent aller très vite. On se dit pas mal de choses. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui, en tout cas, du côté du Palais du Peuple de Conakry? Est-ce une mise en relation? Justement, Lamine, je pense que c'est juste une prise de contact, une mise en relation, une façon d'échanger, peut-être sur ce qui pourrait arriver, parce que imaginez quand on parle de rencontres avec les leaders politiques, est-ce que c'est toutes les formations politiques de Guinée? Justement. Parce que c'est quand même beaucoup de partis politiques à République de Guinée. Est-ce que c'est toutes ces personnes-là qui seront reçues par le CNRD? Certainement, je pense que c'est une prise de contact. Rien de concret ne se fera pour le moment, mais je pense que il y a beaucoup de propositions qui sont faites notamment au CNRD, notamment pour la suite des choses, pour le bon déroulement de la transition, notamment ne pas prendre beaucoup trop de temps, prendre le temps nécessaire pour notamment le toilettage peut-être de la Constitution. Est-ce qu'il faut ramener celle de 2010 et y ajouter ce qui manque ou bien, parce que nous savons que la Constitution qui a été votée en 2020, celle qui a été votée n'a même pas été utilisée. Évidemment. Donc, le contenu a été complètement changé. En tout cas, ce qu'on a vu, ce semblant de constitution qu'on a vu avant le référendum, ça a été complètement changé. Donc, je me dis que les politiciens vont échanger, les leaders politiques vont échanger avec le CNRD, peut-être le féliciter pour ce qui a été fait, mais par la suite, nous savons qu'il y a quand même des leaders qui, bon, tous les leaders comptent, mais il y en a qui sont en première ligne. Évidemment. Il y a des formations qui sont en première ligne. Quand nous prenons, notamment, aujourd'hui, on ne peut pas parler du RPG parce qu'on n'a personne à la tête. Peut-être qu'il y aura une délégation. C'est un parti politique. Il y aura une délégation, oui. Voilà. Il n'y a pas de leader. Ouais. À savoir, mais est-ce que le RPG va répondre à l'invitation? À l'invitation, on n'a pas exclu les RPG arc-en-ciel. Le RPG a tout intérêt à répondre à l'invitation parce que c'est une formation politique. Son avenir, je pense que doit commencer à se dessiner parce que son leader n'a pas voulu que vraiment que le parti puisse, comment on appelle, lui survivre. Effectivement. En quelque sorte, il aurait pu faire en sorte que le RPG lui survive en acceptant d'organiser ce congrès, en mettant quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas quelqu'un. Et je pense que ça va être un peu compliqué pour cette formation. La guerre de succession, ça demande... La guerre de succession va démarrer. Qui pour reprendre le flambeau au sein du RPG? Quand même, cette formation politique, quand même, qui a marqué la Guinée. Et je pense que c'est des échanges, des tractations. Le vrai débat avec les politiques, ça ne va pas commencer aujourd'hui. Justement, bien dit. Mon cher Jacques Lewaleno, vous avez suivi aussi ce communiqué de CNRD. Que peut-on s'attendre aujourd'hui? Une prise de contact? Je posais la question à Mme Hiro. Oui, ça va être certainement une prise de contact. Ça ne peut pas être une rencontre d'échange comme cela a été annoncé comme une concertation où il y aura quelqu'un qui va parler et puis qui attendra des réponses. Si vous prenez les partis politiques, je ne sais pas, ça risque d'être Yengema demain. Parce qu'il y en a tellement que je ne sais pas si le CNRD ne pouvait pas, comme il l'a fait, pour les organisations régionales, donc les organisations des sages, comment on les appelle, les coordinations régionales, donner peut-être pas un nombre précis de participants, mais partir sur une certaine base. Moi, je miserais par exemple sur les partis politiques qui ont participé aux élections communales de 2018. Parce que c'était des élections consensuelles qui ont donné la possibilité à tous ceux qui avaient la possibilité, au-delà même des partis politiques. Donc exclure quelques partis? Oui, mais bien sûr. Mais parce non, Jacques. Non. Déjà, ça peut commencer mal, là, mon cher ami. C'est une question de représentativité. Non, mais c'est ce vous que ne je dis pouvez justement. pas avoir... On dit, on veut écouter tous les Guinéens, mon cher Jacques. Même si Moussa a un parti politique, il a un seul militant, je pense qu'il mérite d'être écouté quand même. Comment ça, tu vois ça, Je vois ça des partis qui n'existaient même plus. Les gens sont en train de les sortir dans les placards. Il faut écouter tout le monde, c'est important, Jacques. Il faut y aller. Je dis encore une fois, en 2018... Oui. Les élections étaient ouvertes. On avait donné la possibilité, parce que ce n'était pas coûteux, pour la participation aux élections communales, ce n'était pas coûteux. Tous ceux qui avaient la possibilité ont pu participer à ces élections-là. Ça peut être une référence et ça peut être, en tout cas, à mon avis, le référentiel pour avoir, pour avoir en tout cas les représentants des partis politiques qui peuvent venir échanger avec le colonel Doumbouya et ses hommes. Parce qu'encore une fois, si on dit partis politiques, ils vont tous partir et encore une fois, ça va être comme Djengue
Nguema. Et donc, le colonel Doumbouya va parler, mais je ne sais pas qui va parler au nom des partis politiques et des gens qui n'arrivent pas à s'entendre. Ça, c'est ce que j'avais à dire pour les partis politiques. Après, bon, j'ai entendu aussi beaucoup de critiques sur la toile parce qu'on n'a pas invité les organisations de la presse, des associations de presse qui existent. Les gens estiment qu'elles devraient être consultées aussi, et donc elles devraient être invitées à ces discussions aussi. Oui, d'une part, je dirais oui en tant que représentant de médias, donc de chefs d'entreprise. On a invité les organisations patronales, on a invité les syndicats. Oui, on peut jeter un regard sur ça. Mais encore une fois, je dis déjà que la presse est véritablement impliquée et invitée, n'est-ce pas, à ces discussions, parce que c'est la presse qui va couvrir tout ce qui va se passer. En termes de discussions, oui, j'ai dit que pour les patrons, je le comprends. J'ai commencé par là. Bien, Moussa. Allez, bonjour à tous. Bienvenue. Ça vous apprendra à venir à l'heure. Hein, voilà. Oui, je me porte très bien ce matin. Tu ne vas pas noyer la queue du poisson. Non, bien. Bonjour, Tamba. Oui. Bonjour. Oui, bonjour l'ami. Allez-y, Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour. Allez, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que tu fais du populisme là. Ah bon, ouais. Tu fais du populisme la lune. Dans les pays civilisés, en tout cas dits civilisés, en dessous de 3 à 5%, tu n'as pas le droit à la parole, point final. Ah bon? Donc il faut arrêter avec tous ces petits partis là c'est ce qui nous a menés ici. Laisse-moi finir. Qui les a donné l'agrément? Mais l'État. Alors et alors l'État, c'est quoi? Pourquoi on peut les exclure? Mais qu'on les exclue à partir du moment où les Guinéens ne te font pas plus de 3%, ne te donnent pas plus de 3% de leur vote, tu n'as pas le droit à la parole. C'est ce qu'on appelle le parrainage, mon cher ami. Non, mais on s'en fout du parrainage. C'est cette kyrielle de parrainage. Mais on s'en fout. La démocratie a un mode de fonction. C'est toi qui fais du populisme ce matin, je suis désolé. Mais je vais te dire en quoi je fais pas du populisme. La démocratie a des règles. À partir du moment où tu mets une kyrielle de petites voix qui n'ont strictement rien à voir, ça amène ce qu'on appelle en Guinée la mamaya. Et ça fout le bordel. Donc voilà, il faut maintenant élaguer tous ces petits partis-là, tous ces petits gens qui se revendiquent de telle petite sous-préfecture, qui ont telle voix, combien de soutien, parti de soutien, je sais pas quoi. Il faut les éliminer. Il faut, normalement, moi je dis que dans Guinée, il faudrait 4 grandes formations politiques qui représentent une partie ou tout au moins l'ensemble des Guinéens. Maintenant, en ce qui concerne les concertations, pour le moment, ça me fait rire. Ils vont, comme tu le disais, ils vont aller se renifler là. C'est une prise de contact. Voilà, ils vont aller se renifler. J'ai l'impression que t'en as marre des politiques. Ah mais j'en ai marre, cette génération. Oui, j'étais politique bien sûr. Mais justement, je connais tellement bien le fonctionnement de la politique guinéenne. J'ai vu tellement ça de l'intérieur. Je te signale que j'ai participé c'est moi qui... Enfin bon, bref. J'ai participé à pas mal de choses. Et quand j'étais pas politique, c'est-à-dire quand j'étais conseiller au culte, j'ai vu comment ces politiques c'est insupportable. Moi, je dis que la junte n'aura pas à se laisser dicter son calendrier. Ce qui a mis Sekouba était bien parti. D'accord? Il a dit ceci d'ailleurs. Ceux qui les a foutus en l'air, ce sont les politiques. Parce qu'ils ont un calendrier. Bien, d'ailleurs, on l'aura demain dans cette émission. Tant mieux. Ils ont un calendrier. Donc ils vont forcément pousser la junte à s'aligner sur... En plus, avec leur âge canonique à tous, ça fait 30-40 ans qu'ils sont là, je ne cesse de le répéter, mais c'est la réalité. Ils vont essayer d'imposer leur calendrier à la junte. Et ça va être à la junte non seulement de réagir, mais de discuter avec un nouveau personnel politique, des gens qui n'ont pratiquement jamais gouverné ici, qui n'attendent qu'une chose, c'est de faire leurs preuves. Donc moi je dis qu'il faut se méfier de tout ce qui a déjà été autour d'Alpha Condé, autour de Dadis Camara, autour de Sekouba Konaté, voire même autour de Conté, pour renouveler, parce qu'un pays qui ne se renouvelle pas, comment dirais-je, ses élites, sa classe politique, c'est un pays qui meurt, qui n'avance pas. Et la preuve, on stagne. On stagne aujourd'hui. Économiquement, sociologiquement, et l'éducation, n'en parlons pas. Elle est en lambeaux, on stagne. Il faut un renouvellement complet. Et ça, il n'y a que la junte qui pourra le faire. Bien. Allez, exclure les autres. Hein. Finalement, on va dire, il y a d'autres Guinéens. En fait, il y a les Guinéens, il y a d'autres aussi. Mon cher... allez, pardon. Vas-y, mon cher Moussa Moïsi, là. Je pense que la junte a décidé de rencontrer la classe politique guinéenne. Il ne faut pas déjà mettre en avant une quelconque question de représentativité parce que ce n'est pas ce qui compte pour l'heure. Ce qui compte pour l'heure, c'est la démarche inclusive qui a été celle du colonel Doumbouya et de ses hommes depuis la prise du pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune exclusion. Justement. Vous sentez qu'ils veulent parler à tous les Guinéens, petits ou grands.
ils veulent entendre toutes les voix. Mais je pense que ceux qui m'étonne ce matin. Ceux qui comptent la mine, ce n'est pas la rencontre de demain au palais. Ce n'est pas lors de cette rencontre que sortira la fumée blanche. Cette rencontre, c'est pour donner une prise de contact. C'est pour donner de quoi à l'opinion, donner à réfléchir à l'opinion publique nationale ou internationale, comme quoi la junte fait des consultations, rencontre tout le monde. Mais les discussions de fond se feront de façon restreinte et ont déjà d'ailleurs commencé hors caméra. Hors de nos regards, les consultations restreintes ont commencé et c'est lors de ces consultations restreintes que on peut s'attendre à la sortie donc de la fumée blanche. L'autre, c'est fait pour donner de quoi réfléchir à l'opinion publique nationale, de quoi un peu brocarder, je sais pas moi, un peu l'actualité politique nationale. Ensuite, il ne faut pas oublier que ce qu'on a reproché à l'ancien régime, c'était l'exclusion. C'est-à-dire, on nous a imposé la dictature des plus forts, la dictature des grands, et les faibles ont été toujours écrasés. Mais, alors, les faibles ont été toujours écrasés. Je suis désolé lorsque vous... C'est justement l'inverse. Non, pas du tout, pas du tout. C'est justement parce qu'il y avait cette kyrielle de démagogues autour d'Alpha Condé. Prenons l'exemple. Depuis combien d'années dure la dictature des grands partis? Depuis combien d'années ça dure dans notre pays? Vous parlez de renouvellement de la classe politique. Il n'y a jamais d'ancien leader politique. Combien de temps dure la dictature des grands partis dans notre pays? Depuis combien de temps? C'est une réalité quand même. Les dictatures, les gouvernements. Si, c'est important. Il y a eu un processus électoral Écoutez, un parti politique qui est créé, c'est pour participer à une élection. Je l'explique. Dès lors que vous avez l'administration publique de notre pays qui, au regard des documents fournis, a donné un agrément à un parti politique, il ne vous appartient pas de dire que tel est plus représentatif que tel autre. Pour l'instant, on n'est pas en train de partir sur la base d'une quelconque élection passée, puisqu'elles ont été, pour la plupart, critiquées, elles ont été faites à l'image. 2018. Oui, d'accord, mais ça, c'est ton référentiel. Ce n'est pas peut-être le référentiel de tel autre parti politique. Je pense que pour l'heure, puisque aucune décision majeure ne sortira de cette rencontre au palais, qui est faite juste pour la masse, eh bien, il faut permettre à tous ceux qui ont des agréments, qui sont partis politiques, d'y aller. Ce qu'il faut encourager derrière, ce sont des consultations restreintes au cours desquelles des décisions assez mûries peuvent être prises. Ensuite, le renouvellement de la classe politique ne se fera pas avec un coup de bâton magique. Non, si ça se fait comme ça... Baguette magique. Oui, j'ai dit baguette magique. Bien. Alors, ça ne se fera pas comme ça, avec un coup de baguette magique. Bon, c'est pas grave. De toutes les façons... Non, mais attendez-vous ça. Ne tombe pas dans son jeu, putain. Attendez, il est important quelquefois de rappeler à ce monsieur qu'il n'a jamais franchi le seuil de l'Académie française. Bien. Alors, bâton, baguette, c'est un instrument. Ça reste un instrument... C'est bon. Oui, je le dis, je le réitère. Bien. Ça reste un instrument auquel on donne donc un pouvoir magique. Tu n'as rien à m'apprendre. Alors, moi, ce que je souhaite dire, tu m'écoutes, tu souffres de m'écouter. Allez, rien du tout. Ce que je souhaite dire, donc, ça se fera de façon assez naturelle, je pense, par les textes de loi. Et laisse les gens m'écouter, je t'en prie. Par les textes qui vont être mis en place. C'est dingue, hein? Non, il n'arrive pas. C'est vous qui me coupez la parole. Mais comment ça se fera? Je souhaite juste dire que ce n'est pas par une petite sélection qu'on dira tel, tu as trop duré à la tête de ton parti, tu n'y es plus, tel autre, tu as trop duré, tu n'y es plus. Je pense que ça se fera de par la démarche que le CNRD va imprimer à toute cette logique-là, avec des textes de loi et autres. Je pense qu'il y a des leaders politiques qui sauront que leur temps est complètement révolu, qu'il va falloir donc laisser de la place à d'autres personnes. Moussa, Moïse, Silla avec nous, évidemment, dans ce studio, mon cher Tamba. Voilà, vous avez certainement suivi cette actualité aussi. Non, ce que je veux commencer par dire, c'est que bâton, baguette, s'il y a un bois dedans, c'est le plus important. Ça, si ça peut servir à frapper, c'est allez-y, Tamba. Maintenant, sur le nombre et sur la représentativité. En démocratie, elle est quand même importante. Il faut qu'on s'accorde bien là-dessus. Il y a quelques jours, j'ai vu un acteur de notre société qui a présenté, qui a écrit quelque chose et qui a dit à ses militants restez focus, tenez-vous prêts. Le vrai combat de la démocratie va commencer pour le bonheur de tous les Guinéens. En dessous, les gens sont venus. Ah, mais toi aussi, tu as un parti politique? En fait, moi-même, j'étais étonné, j'étais surpris de savoir qu'il avait un parti politique. Et donc, il faut quand même pas oublier que c'est le moment, c'est l'occasion où on va voir proliférer toutes sortes de tendances, même si elles ne pèsent pas.
Cela dit, c'est important de dire que ce sont des concertations qui viennent de commencer. Ça ne va pas être la dernière, comme Moussa le dit, ça c'est vrai, ça ne va pas être la dernière, c'est un moment. La concertation a quelque chose de particulier, à la différence de la consultation. Parce que sur les consultations, Lamine, oui, on t'a consulté. Est-ce que ton avis a été pris en compte ou pas? On s'en fout. Le plus important, c'est qu'on t'ait posé la question, on ait entendu ton avis. La décision, on s'en fout. Tu n'as pas à imposer ton avis. Maintenant, sur la concertation, les décisions concertées sont des décisions qui s'efforcent de prendre en compte l'avis des parties prenantes. Et c'est ça tout l'intérêt de ceci. Et pour prendre l'avis des parties prenantes, et je veux rappeler avant d'évoluer, quand même qu'il y a un principe important en démocratie. On dit que la démocratie, c'est la loi du plus grand nombre, mais attention, la démocratie protège aussi les minorités. Ça, c'est donc aussi important à prendre en compte. Et dans cette démarche-là, il faut le dire, il y a ce premier moment, parce qu'il y a un cadre de concertation qui va s'ouvrir à partir de cette semaine, à partir de mardi. Parce que c'est la première date qui a été donnée pour recevoir des acteurs de la vie publique. Effectivement, tous les acteurs, tous ceux qui font la vie publique guinéenne, la vie politique guinéenne, doivent pouvoir participer à ces rencontres-là. Maintenant, il y a un premier moment. À mon avis, ce premier moment, c'est une entité qui va en rencontrer d'autres. La première entité, c'est le CNRD, qui va certainement réexpliquer pourquoi elle a pris le pouvoir. À mon avis, il ne sera même pas question de délai. Il ne sera même pas question d'agenda de transition. Ça va servir justement à ouvrir la voie de la concertation pour dire que nous voulons, à partir d'aujourd'hui, organiser des concertations avec chacune des entités. Parce qu'effectivement, le nombre en soi peut être considéré comme un problème. Parce que s'il n'y a pas la bonne méthode pour permettre à chacune des entités de faire entendre ses préoccupations en tant qu'acteur politique, là je parle des leaders politiques par exemple, parce que vous avez Cellou Dalein Diallo, vous avez un Aliouba, forcément ça ne va pas être les mêmes préoccupations. Un Cellou Dalein Diallo qui a perdu des élections présidentielles 3 fois, qui se retrouve là, face à un Aliouba qui n'a jamais perdu d'élection présidentielle, ça ne va pas être le même degré. C'est différent. Merci beaucoup. Qui n'a jamais participé, permets, je te laisse. On pourra prendre la parole après. Un Aliouba qui n'a jamais participé à une élection présidentielle et donc qui n'a pas les mêmes préoccupations sur la question électorale liée à la présidence de la République, ça ne va pas être les mêmes choses. Et donc, pour moi, c'est un peu un plan des concertations qui va être déroulé à partir de ces rencontres-là. Et puis maintenant, individuellement, ou tendance par tendance, j'ai envie de dire mouvance par mouvance, on pourra recevoir des acteurs de la société civile pour que leur avis soit pris en compte, en rappelant bien sûr que c'est la pratique. Quand vous prenez le pouvoir de cette façon-là, on est amené à convaincre, à sourire à tout le monde. C'est un peu la démarche que le CNRD vient d'ouvrir. Justement. Allez-y, Ahmed. Thomas, tu sais ce qui me dérange en fait en ce moment, c'est que pour une fois, j'aurais rêvé que l'on laisse la chose politique de côté. Les Guinéens meurent de faim actuellement. Et laisse-moi finir. J'aurais voulu... Non mais sérieusement, j'aurais voulu... Attendez, je finis. J'aurais voulu que pour une fois, on mette le social en avant, qu'on consulte les syndicats, qu'on consulte les enseignants, tout ce qui est important dans une nation. Dans une nation où les institutions sont à la solde du pouvoir, ou dans une nation où il n'y a pas justement d'institutions, dans une nation où les partis politiques ont foutu la politique en l'air, où ils ont ethnicisé la vie politique guinéenne. J'aurais voulu pour une fois qu'on commence par le début du commencement, c'est-à-dire qu'on se préoccupe du sort économique, social et éducatif des Guinéens. Pour moi, la priorité, elle est là. Parfait, elle n'est pas politique. J'ai compris. Et donc, je veux rappeler à Ahmed 2 choses. Le premier, c'est que la prise du pouvoir relève d'une action politique. On est à fond dans du politique. Donc, c'est impossible d'exclure les politiques. Et d'ailleurs, prioritairement, primordialement, ça, c'est une question qui les concerne. Première chose. Deuxième chose, toutes ces questions que tu supposes ont été prises en compte. Il y a des syndicats qui vont participer, d'autres entités vont participer en termes de consultation. Ce n'est pas parce que un syndicat vient mercredi
qu'il est minimisé dans le cadre des concertations. Merci beaucoup, Tamba. Allez-y, Ahmed Kamara. Voilà, nous en rejoint évidemment. Ahmed, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine. Voilà, vous avez suivi cette actualité, mon cher Ahmed. Je pense que tous ont raison, mais c'est l'ensemble des différents acteurs dont il parle. C'est ce qui va donner quand même du poids aussi à cette transition. Mais Moussa me fait rigoler. Je suis d'accord pour l'instant qu'on puisse convoquer tout le monde, mais à un certain moment, il va falloir décanter les partis sac à main qui viennent embrouiller et les serrés qui se considèrent comme non, c'est important. Les grandes gueules. C'est important. Vous avez des gens qui n'ont Tamba l'a signalé tout de suite. Ces partis-là qui viennent pour amuser la galerie, pour emmerder les vrais acteurs. Je pense que ça devrait changer et en ce moment c'est l'administration du territoire qui devrait mettre en ce moment des critères en place et que chaque parti quand même puisse avoir un siège et que même s'il le faut, même si c'est une question de signature ou de parrainage, qu'on puisse quand même aller dans ce sens pour permettre à certains partis politiques de disparaître parce qu'on sait que c'est même un business ici. Vous en avez d'autres qui en ont dans leur sac, mais quand il y a un bailleur qui vient, automatiquement, ils le récupèrent, ils font 1 ou 2 jours ensemble et après quand ils ne s'entendent pas, on dit non, il ne peut plus être le président, donc alors qu'ils partent. Alors c'est une réalité, ça devrait changer. Donc moi je pense que c'est sur un point sur lequel le ministère de l'administration du territoire devrait donc plancher quand tout va rentrer dans l'ordre. Et le second plan, là où je ne suis pas d'accord, on ne peut pas dire non, on va balayer tout le monde. Je donne cette responsabilité au peuple de Guinée. On a longtemps suivi la scène politique. On sait qui est qui. On sait qui est crédible et on sait qui n'est pas crédible. Ce sont le vote ethnique. Vous le savez, je le sais. Il y a des gens qui ont fait des pirouettes ici. Mais il y a des gens, il y a des leaders qui ont été constants dans leur combat. Mais au peuple de Guinée de faire un bon choix. Je pense que c'est important. Le choix nous reviendra. Développer ce pays nous reviendra. Mais on ne peut pas s'asseoir, croiser les bras, faire le vote ethnique et dire non, ça ne pourra pas changer. Déjà, non, je ne suis pas pressé, mais je préfère lancer les dés maintenant, puisqu'on est en train de parler, que ceux qui viendront dans ces ministères-là puissent savoir déjà quelle est la tâche à accomplir et que le CNRD puisse savoir aussi sur quel pied danser pour qu'on puisse avoir une transition apaisée et que le régime qui va venir puisse être vraiment le véritable régime dont les Guinéens ont toujours rêvé. On a raté cette démocratie. Il ne faut pas rater cette transition afin de rater la prochaine démocratie qu'on est en train de préparer. Voilà, Ahmed Kamara, allez-y Antoine. Il y a des constats que je veux relever depuis l'arrivée au pouvoir de la junte militaire, le CNRD notamment. Récemment, on a vu dans ce communiqué annonçant que le CNRD officiellement n'a pas de page Facebook, mais on constate que sur la toile, ça continue. Les grandes gueules. Les informations provenant du colonel continuent. Beaucoup de Guinéens les prennent au sérieux. Bien. À mon avis, il y a des possibilités de comprendre qui sont ceux qui sont derrière, parce que ça crée de la confusion. Il y a une charte qui circule sur la toile, on la qualifie les grandes gueules. de charte inventée qui ne serait pas de la junte. Moi, je prends cela avec des pincettes, parce que jusque-là, j'ai envie d'entendre la junte nous dire que cette charte n'est pas d'elle. Parce que ça peut être une sorte de test sur le terrain pour tâter et comprendre comment les Guinéens réagissent à cela. Je me rappelle encore, attendez. Antoine, sur la toile, quand tu passes sur la toile, on te dit Jésus est les grandes gueules. Laisse tomber ça. C'est différent. Quand ils te disent que c'est pas eux, les grandes gueules. Ce genre de problème, tu vas toujours rencontrer. Ahmed, laissez que je finisse. On nous apprend que c'est l'œuvre d'un docteur guinéen qui serait au Sénégal, qui a été mis sur la place publique. Les grandes gueules. Sauf que la charte continue d'être véhiculée. Et on l'a constaté lors de la nouvelle constitution, ça a été le même procédé. On a mis sur la place publique une sorte de constitution qui au départ, beaucoup la prenaient pour de la rumeur. Par après, on a constaté que c'était pratiquement les mêmes constitutions qui ont été mises sur la place publique. Merci de l'autre côté, Lamine, il y a une vidéo qui circule. Attendez que je finisse, Lamine. C'est des constats que je fais. Laissez-moi les placer. Mais non. Il y a une vidéo qui circule dans laquelle on voit Doumbouya en compagnie de jeunes qui se font passer pour un mouvement de soutien à Doumbouya. Et on constate que dans la vidéo, Doumbouya prête le flanc. Il écoute ces jeunes qui le filment et qui le prennent en photo dans son bureau. Pour moi, de tels comportements, lorsqu'on a dit publiquement qu'on ne veut pas de mouvement de soutien, de tels comportements doivent cesser, par exemple. On ne peut pas accepter qu'on dise officiellement qu'on interdit le mouvement de soutien et qu'on reçoive dans son bureau des jeunes venus apporter leur soutien à un combat. C'est contradictoire. À mon avis, c'est contradictoire. De telles pratiques peuvent nuire le combat du CNRD. J'ai l'impression qu'on dit une chose publiquement et que dans le fond, on l'accepte. On accepte des choses en coulisses et publiquement, on tente de les condamner. Pour moi, c'est du 2 poids 2 mesures. Si on estime qu'on ne veut pas de mouvement de soutien, dans les pratiques, qu'on les interdise
de façon concrète. On a vu qu'il y a eu des banderoles qui ont été affichées sur la clôture du CNRD grâce à l'approbation de la junte. Parce que s'il avait interdit, ça n'aurait pas été effectif. Et pour moi, il faut que ce soit concret jusqu'au bout, afin que cette junte ne soit pas, qu'on les trompe pas, qu'ils ne fassent pas d'erreur. Bien, merci beaucoup Antoine. Allez-y Moussa Moïse. Mais quand même, je pense qu'Antoine, avec un peu de fouille, tu aurais bien pu comprendre que cette charte n'est pas du tout le résultat d'un travail qui a été fait par des intellectuels guinéens autour donc de la junte. Avec un peu de fouille, tu aurais compris que c'est vraiment l'émanation, c'est une idée, c'est une contribution qu'ambitionnait donc d'apporter à la junte un docteur sénégalais, docteur Diallo, d'ailleurs, dont nous avons visité l'institut du côté de Dakar. Donc, il voulait donc apporter cette contribution à la junte. Je pense qu'il a envoyé à tellement d'acteurs de notre vie politique que finalement, ça se retrouvait sur la toile et certaines personnes vont à considérer que c'est un travail réfléchi autour de la junte. Il n'en est absolument rien pour l'heure, puisque je sais la source par laquelle donc cette charte, entre guillemets, est donc sortie sur la toile. Ça, c'était par rapport à la charte. Ensuite, je pense que pour la page Facebook, ils sont en train de réfléchir sur une charte graphique de leur logo et tout, ce qui permettra donc de sécuriser les différents comptes qu'ils mettront sur les différents réseaux sociaux, donc pour permettre à ceux également, parce que ce sont des actes, ce sont des Guinéens, c'est l'opinion publique qui se trouve également sur ces réseaux sociaux, pour leur permettre d'avoir l'information vraie, donc en temps opportun. Et puis moi, je n'aimerais pas qu'on oublie ce qui peut être fondamental pour notre pays. La transition, c'est comme une pause dans notre marche démocratique qui doit servir à regarder dans le rétroviseur, à faire un peu une sorte de rétrospective sur tout ce qui n'a pas marché et balayer notre maison commune. Balayer de telle sorte, parce que l'aspiration d'un militaire, ce n'est pas de rester au pouvoir, c'est quand même à un moment donné, lorsque la marche démocratique est interrompue, comme c'était le cas sous le régime Condé, c'est de leur devoir de remettre le train en marche. Donc c'est ce qu'ils font pendant cette transition. Il faudrait qu'on fasse donc une sorte d'introspection, qu'on puisse quand même balayer cette maison commune, qu'on ne reprenne pas les erreurs depuis les accords de Ouagadougou, depuis les accords de Ouagadougou jusqu'à nos jours. Rappelez-vous des médiateurs qui ont agi lors de la chute de Dadis et avant que Konaté ne vienne au pouvoir. Babangida, qui était nigérien, et l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré. Ces deux présidents n'avaient pas du tout la vertu démocratique qu'il fallait pour quand même interférer au sein d'un processus démocratique qui était bloqué en Guinée et dont la finalité était quand même d'aboutir à des élections, puisque ces deux anciens présidents n'ont jamais accédé au pouvoir dans leur pays par les urnes. L'autre, c'était sur un coup d'État et Babangida également. Donc Blaise, on sait comment est-ce qu'il a accédé, et l'autre. Donc on a faussé un peu la marche à ce niveau. Rappelez-vous de la pression de la classe politique lorsque elle était autour de la junte sur le calendrier qu'il fallait mettre en marche. Puisque chacun se voyait président déjà, on a mis la charrue avant le bœuf. Parce que chacun avait son nom à la CENI, chacun avait ses propres petits calculs. Donc on a mis la charrue avant le bœuf de telle sorte que le monsieur, puisque Dadis c'était l'un de ses grands défauts, il avait une sorte de boulimie médiatique, et il s'est laissé emporter en annonçant qu'il allait ôter la tenue militaire. Je pense qu'il y a des erreurs qui datent d'hier, d'à côté. On ne peut pas accepter de le reprendre. Et ce qu'il faudrait faire, il faudrait que ce message-là de ces leçons tirées viennent de la classe politique elle-même d'abord. Lorsqu'ils ont donné la chance au pouvoir, c'est-à-dire au nouvel élu, de lui-même faire une constitution, de lui-même organiser les élections, qu'est-ce qu'il a fait? Il a taillé l'institution électorale à sa mesure. Il a pris en main un fichier électoral qui était taillé également sur mesure. Il a recruté un opérateur électoral, rappelez-vous de Sabari et autres. Il les a recrutés parce que c'est lui maintenant qui est au pouvoir. Ne reprenons pas la même erreur. Ils sont là, eux ils peuvent, puisqu'ils sont apolitiques, ils peuvent mettre en marche une machine électorale qui permettra donc aux civils qui vont venir. Donc la finalité c'est quoi? Ceux qui vont bénéficier du nettoyage qui sera fait par le CNRD, c'est qui? C'est le peuple de Guinée, mais c'est d'abord la classe politique. Bien. Parce que vous allez trouver des institutions fortes. Parce que moi je n'aimerais pas que le pouvoir qui viendra après le CNRD, que ce soit à la tête un président qui va se préoccuper d'organiser encore des élections. On a trop parlé d'élections dans ce pays et ça a été budgétivore pour le peuple de Guinée. On ne peut pas continuer à cela. Celui qui va venir après eux, que ce soit pour mettre en marche le développement accéléré de la Guinée. Bien. Pas pour organiser des élections. Voilà. Moussa Moïse Sila.
Au GG de Radio Espace, vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe là également, le hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans cette émission Les Grandes Gueules. Le temps pour notre réalisateur de joindre notre premier invité et qui va intervenir dans un instant sur cette antenne. Je le disais tantôt, cela fait 8 jours qu'Alpha Condé n'est plus à Sékou Touréa. Le CNRD qui gère donc le pays depuis dimanche enchaîne actions et déclarations. Outre la rencontre avec la délégation de la CEDEAO, les plus fortes sont celles qui ont visé donc d'anciens dignitaires du régime déchu et s'ouvre donc dans les prochains jours une série de concertations avec l'ensemble des mouvances du pays. Ces rencontres devraient permettre de parvenir donc à un chronogramme consensuel pour le déroulement de la transition, une transition que les opposants commencent à appeler de tous leurs voeux. On en parle ce matin dans cette émission, mesdames et messieurs, avec Serge Daniel, journaliste spécialiste donc du Sahel. Il va intervenir dans un instant sur cette antenne. Comment donc le coup de force est-il perçu en dehors des frontières guinéennes? Quelles conséquences pour la Guinée et la sous-région? On essaie de joindre donc Serge Daniel qui va intervenir dans un instant sur notre antenne. Mon cher Tamba, voilà Serge, qui est spécialiste en la matière, il faut le rappeler. Absolument, un journaliste. Aujourd'hui justement, il parle comme journaliste sans étiquette particulière. La plupart de nous le connaissons comme correspondant de la radio du monde, comme ils aiment à le dire, RFI. C'est important quand même de rappeler ce background qui le lie à la Guinée. Il a bien connu le professeur Alpha Condé dans ses années d'opposition. Donc, c'est quelqu'un qui a connu l'acteur, qui l'a côtoyé, avec qui il a eu pas mal d'interactions dans ces années d'opposition. En parlant d'opposition, je rappelle quand même les épisodes où Alpha Condé s'est retrouvé à Maï et à partir avec les pouvoirs de Conakry, les nombreux articles et aussi les actions qui ont été déployées en vue justement d'influer sur la décision politique sur le général Lansana Conté, entre autres, pour obtenir sa libération. Serge Daniel, qui a donc été quelqu'un de très très proche du professeur Alpha Condé dans ces combats-là. Ouais, allez-y. Il faut rappeler quand même qu'au-delà de tout cela, c'est quelqu'un qui c'est un pur produit guinéen. Il a passé son bac en Guinée. Ah d'accord. Il a travaillé d'ailleurs en même temps avec le père de notre ami, Abdraman Diallo, toujours dans le journalisme. Donc c'est vraiment un autre Guinéen. Les grandes gueules. Voilà, donc c'était important pour nous d'avoir quelqu'un comme ça qui a connu ces années-là, qui a connu aussi la société guinéenne. Mais au-delà de cela, Lamine, ce qui va être intéressant avec Serge Daniel, c'est un peu l'analyse des contre-coups de ce coup de force qui est intervenu ce dimanche-là en dehors des frontières guinéennes. Serge Daniel, qui est aussi écrivain, qui a travaillé sur la situation à la fois politique, militaire et sécuritaire au Sahel, pourra justement, sur la position stratégique de la Guinée, apporter une analyse intéressante, vu que la Guinée, vous savez, est impliquée au Sahel dans le combat contre les groupes armés. Les grandes gueules. Mouvements comme le MNLA, comme ACMI, notamment au Mali. Il y a donc du déploiement de la force militaire guinéenne dans ce domaine-là. Est-ce que le coup de force a suscité des réactions sur ce volet spécifique dans la région sahélienne? C'est une des questions que l'on va pouvoir aborder avec lui. L'autre question, justement, c'est également le commentaire sur la délégation de la CEDEAO qui a séjourné en Guinée, et donc les relations diplomatiques qui peuvent être affectées par ce coup de force-là. C'est donc en plein une analyse à la fois géopolitique, mais aussi une analyse de la diplomatie de la Guinée, que celle, par exemple, que finalement la Guinée, c'est pas un conseil qu'on lui demande, mais l'analyse qu'il en fait, celle que la Guinée
pourrait adopter les grandes gueules des autres nations, autant de sujets qu'on pourrait aborder avec lui. Voilà, même Serge Daniel, que nous allons joindre dans un instant sur Radio Espace. Allez-y, Ahmed. Bon, alors, je suis très content qu'on l'ait invité parce que c'est quand même une des grandes voix de ce continent. Et puis, il a écrit un livre qui s'appelle Les Mafias du Mali que moi j'avais adoré. Et c'est quelqu'un effectivement qui a une analyse extrêmement pointue, qui connaît très bien l'Afrique. Parce que souvent les journalistes occidentaux voient l'Afrique d'un point de vue un peu tropical, amusement, etc., sans nous prendre tout à fait au sérieux. Et quand ce sont des gens comme Serge Daniel qui font des analyses géopolitiques, sociologiques, ça devient très intéressant. Et je rappelle à nos compatriotes guinéens que ce garçon ou ce monsieur, parce qu'on est de la même génération, a passé, c'est un pur produit guinéen. Il a passé son bac ici, il a fait une grande partie de ses études en Guinée. Allez-y. À l'époque où l'enseignement était extraordinaire. Il est important de voir une analyse sur le plan diplomatique. La Guinée n'est pas membre du G5 Sahel, mais la Guinée participe activement à la lutte contre le terrorisme au Mali. Et je crois le président Alpha Condé, dans la plupart de ses discours, tenait beaucoup à ces questions d'ordre sécuritaire. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour maintenir, n'est-ce pas, cette relation? Et puis l'autre chose qu'on peut peut-être voir aussi, puisqu'on parle des forces spéciales, on parle également de coups de force. Au Mali, il y en a eu. Et on parle de proximité peut-être entre les deux qui dirigent désormais nos deux pays. Est-ce que c'est une relation véritable? Est-ce que il y a eu parfois de la connexion pour amener des militaires à prendre leurs responsabilités par rapport, bien entendu, à ce qui se passe dans nos pays? C'est vrai que la situation du Mali est totalement différente de ce que nous avons dans notre pays, parce que nous, c'est une crise politique et sociale, et ajoutée à la crise économique, alors qu'au Mali, c'est encore beaucoup plus compliqué parce que la sécurité n'y est pas. Voilà. Nous partons donc au Mali, mon cher Moussa Moïse Siladou. Nous attend donc Serge Daniel. Les grandes gueules. Serge Daniel, bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Allô, oui. Oui, bonjour, bienvenue donc dans les grandes gueules, Serge Daniel. La Guinée, que vous connaissez bien, est à un tournant décisif de sa marche historique. Eh bien, depuis dimanche dernier, Alpha Condé n'est plus le président de la République. À la tête du pays, Mamadi Doumbouya et son comité national de redressement et de développement. Vous connaissez bien ce pays. Quelle analyse vous en faites? Alors, il est évident que lorsque, depuis 2010, que Alpha Condé est arrivé au pouvoir, grâce à une remontada, vous savez, il avait 18% au premier tour et il est arrivé à gagner. Vous connaissez les circonstances. Il n'a pas fait le job. Hein. Je dis généralement aux gens que moi j'ai une légitimité pour parler de la Guinée. Et moi je me souviens d'Alpha Condé quand il était dans l'opposition. Je le rappelle toujours, dans la ville de Farana, nous avons failli mourir ensemble sur un pont, le pont de Farana, parce qu'il y avait à l'époque un guet-apens. Visiblement mené par le pouvoir. Il n'a pas fait le job. Il n'a pas fait du tout le job. Il n'a pas rassemblé les Guinéens. Ça, c'est mon point de vue. Ça m'a vraiment frappé. Il a gouverné un peu avec des gens de Lassana Conté à la présidence. Regardez vers qui se tourne mon regard. Et puis ensuite, il a installé une cour autour de lui-même. Et je pense que ça, il est allé tout droit dans le mur. Il a parlé un jour à Lassana Kouyaté, il vous le dira, parce qu'avant des élections, par exemple, il voulait faire une alliance avec Lassana Kouyaté, et Lassana Kouyaté lui a dit non, voilà. Il lui a dit tu n'auras pas plus de tel nombre de députés. Et puis évidemment, Lassana Kouyaté n'a pas eu plus de tel nombre de députés. Donc il s'est installé au pouvoir. Il était dans une tour d'ivoire, et moi je ne suis pas un pro-coup d'État. Ici, par exemple, au Mali, un coup d'État est un crime imprescriptible. Mais je veux dire que ce qui est arrivé, c'est d'abord la faute à Alpha Condé. Voilà, allez-y. Est-ce qu'on peut dire, Serge Daniel, que le déclic au-delà de la malgouvernance est parti de ce mandat de trop, de ce troisième mandat qu'il a arraché? Bah oui, tout à fait, parce qu'il a renoncé à ses idéaux. Moi, je me souviens, à la veille de l'élection présidentielle 2010, il dit je veux être Mandela, et à la fin Obama. Il n'est devenu ni Mandela, ni Obama, il est resté Alpha Condé. Le troisième mandat, c'était un troisième mandat de trop. Moi, je me souviens, à l'époque, il me l'a dit, lorsqu'il était dans l'opposition, chez lui, à domicile, devant témoins. Il m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi les gens violent les constitutions, pourquoi ils jouent aux prolongations comme au Cameroun, il a cité plusieurs pays, etc. Mais pourquoi il a modifié la constitution? Pourquoi il a voulu s'installer de manière durable, de manière indéfinie au pouvoir? Tout simplement parce qu'à un moment, je pense qu'il s'est pris pour un petit Dieu. Alors, lorsque un président de la République n'est pas du tout Dieu,
Et lorsqu'un président de la République se prend pour un dieu, le vrai Dieu lui montre qu'il n'est pas Dieu. Je pense que c'était le mandat de trop et qu'il a pensé à un moment qu'il était invincible, que personne ne pouvait le toucher. Je le dis aux gens, moi, depuis 2010 qu'il a pris le pouvoir, j'ai pas eu envie de revenir. Comme si je voulais partager le gâteau, comme si je voulais revoir un ami. Je dirais pas que c'est un ami, j'ai fait mon job à un moment, mais le troisième mandat, c'était le mandat de trop et je le lui ai fait dire par des amis communs en disant qu'il va tout droit dans le mur. Mais je pense que les amis n'ont pas eu le courage de le lui dire. Voilà. Serge Daniel, en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace. Allez-y, Madame Hiro. Alors, Serge Daniel, les idées d'hommes providentiels, ça se crée petit à petit avec des mouvements de soutien, peut-être avec l'entourage. Vous avez dit, Alpha Condé, vous avez failli mourir avec lui. Il avait de bonnes idées, notamment au départ, il y a même des articles de journaux qui le disent, il disait qu'il ne modifierait jamais la Constitution. Est-ce que vous pensez que l'entourage a joué? Que s'est-il passé à votre avis pour que l'homme puisse changer et se radicaliser à ce point? L'entourage a joué, c'est évident. Dans son entourage, le de Alpha Condé est gagné. Le ministre de la Défense, je le revois encore avec un petit sac, quand il était dans l'opposition, un stylo dans la poche, c'était son bras droit, disons-le. C'est le seul dans l'entourage de l'opposant qui est venu au pouvoir, qui est maintenu. C'est gagné, disons-le. Mais c'est l'entourage qui joue le rôle le plus dangereux. Je vais vous raconter une histoire. Je connais très bien Sekouba Konaté parce que mon père, avant que je ne vienne travailler en Guinée, mon père était ambassadeur du Bénin en Guinée. J'ai grandi à un moment avec Sekouba Konaté. Sekouba, le même président Sekouba Konaté, le général Sekouba Konaté. On était à Boulbiné, on était des gamins, 15 ans, 12 ans, 13 ans. Alors, quand il a pris le pouvoir après Dadis, je suis allé le voir à Conakry, j'ai payé moi-même mon billet, j'ai payé mon hôtel, je suis allé le voir. Et il était dans l'une des résidences qui avait été, vous savez, construite à l'époque pour recevoir par Sékou Touré pour recevoir le sommet de l'OUA, qui n'a pas eu lieu. Et puis je vois une banderole devant la maison de Sekouba Konaté, l'ancienne maison de Diallo Sefoulaye, et qu'est-ce qui est écrit? Le sauveur du peuple. J'ai dit à Sekouba Konaté, et il vous le dira un jour, je dis, tu sais quoi, tu vas l'enlever tout de suite, parce que tu n'es le sauveur de rien du tout. Et si tu restes au pouvoir, tu vas avoir des problèmes. Évidemment, parce que déjà à cette époque-là, certains voulaient obliger Sekouba Konaté à rester au pouvoir. Il n'est pas resté au pouvoir, il a bien fait. L'entourage de nos chefs joue un rôle décisif, parce que partout où vous passez, on vous dit vous êtes le plus beau, vous êtes le plus fort, président, tu es personne, tu es invincible. Et ça rentre, si vous voulez. À partir du moment où il n'y a pas de contestation, à partir du moment où il n'y a pas de contradiction, le chef, il pense justement qu'il devient un surhomme et que voilà, absolument plus rien ne peut lui arriver. L'entourage joue un rôle néfaste. Prenez par exemple, il y a encore 2 semaines, ce que j'appelle les turiféraires, les dévots du système, ce qu'ils disaient par rapport aux opposants. Vous vous rendez compte, un opposant qui prend son billet d'avion, qui va à l'aéroport, qui remplit les formalités et qui veut partir, et qu'on empêche de voyager sans motif. Dans quel pays sommes-nous? L'entourage joue un rôle décisif dans la gouvernance, dans nos gouvernances. C'est pour ça, moi, j'aime bien les hommes politiques comme Mitterrand, qui le soir allaient se balader à Paris pour sentir quand même l'humain, pour sentir l'humain. Il aimait les arbres, etc. Mais si vous avez un entourage qui ne vous dit pas la vérité, si vous avez un entourage qui ne vous dit pas ce qui se passe, vous allez tout droit dans le mur. Et je pense que c'est également ce qui est arrivé à Alpha Condé. Ouais, malheureusement. Et ça leur a été fatal. Allez-y, Ahmed. Bon, Serge, je pense qu'on compose son entourage. Quand on constate que l'entourage vous ment, vous avez toutes les possibilités de les mettre out. Vous qui avez connu Alpha Condé, est-ce que vous pensez que son entourage a vraiment eu de l'ascension sur lui? Quand on sait, ou tout ce qu'on a entendu, nous on ne l'a pas côtoyé personnellement, mais vous l'avez côtoyé. Mais c'est quelqu'un qui n'écoute pas. Oui, il a des qualités, mais je pense qu'il m'est arrivé quelque chose. Il avait un frère qui s'appelait Malik, que je connais bien, et il est décédé, comme vous le savez, quelque temps après son arrivée au pouvoir. Je pense que si Malik vivait, par exemple, son frère, c'est un homme d'affaires, si Malik vivait, peut-être que les choses ne se seraient pas passées comme ça, parce que Malik lui disait un certain nombre de choses. Je vais vous raconter une histoire. À l'époque, il était opposant. Lassana Conté à Guantama avait perdu un parent. Et puis le bureau politique du RPG avait décidé d'envoyer quelqu'un à Guantama. Je suis allé voir Alpha Condé à l'époque, j'étais très proche, c'est quelqu'un que je tutoyais, il connaissait mon indépendance d'esprit. J'ai dit, mais tu ne peux pas ne pas aller à Guantama. Lassana Conté a perdu quand même un parent, c'était son père ou sa mère. Tu es obligé d'aller là-bas. Et son frère Malik était là, je me souviens encore.
Et son frère Malik a dit, ah mais Serge a raison. Et là, et je revois encore Alpha Condé dit, bon, pour une fois, je vais violer les lois de mon parti. Bon, on va y aller, mais on va ensemble. Et on est parti. Donc l'entourage joue un rôle. Et lorsqu'on est arrivé à Guantanamo, ce jour-là, on a vu Alceni René Gomez, vous êtes trop jeune pour le connaître, il était ministre de la Sécurité à l'époque, j'étais un peu sa bête noire, lui également. Bon, ça c'est le passé. Et on arrive à Guantanamo, Lassana Conté était heureux de le voir. Lassana Conté, je me souviens, a dit, hein, tu es vraiment venu, je suis vraiment touché par ton arrivée. Je pense que là, il y a eu, excusez-moi, moi je pense que si je n'étais pas journaliste, je voulais être comédien. Donc je pense qu'il y a eu un tournant. Et Lassana Conté a vu un monsieur qui a changé. Il était très touché par cela. Donc, effectivement, c'est vous qui choisissez l'entourage, mais l'entourage doit avoir le courage de vous dire des choses. Vous voyez, dans les démocraties occidentales, lorsqu'on n'est pas d'accord, on démissionne. Bien. Serge, Daniel, en direct de Bamako, dans cette émission Les GG. Vous allez rester avec nous, Serge, le temps d'une pause. On revient à 10h pour continuer le débat. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.